Donc, on se retrouve avec avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-ci, je vous ai mentionné dans la dernière vidéo qu'on allait faire des exemples sur les tests hypothèses de la moyenne. Donc, je voulais pas rendre l'autre vidéo super longue, donc j'ai décidé de séparer ça. Et ici, c'est juste des exemples qu'on va faire. On va en faire deux. Et ce sont les exemples que vous avez dans votre manuel, mais je vais les résoudre au complet avec vous. Donc, exemple 5.5 dans ce cas-ci. On dit que les responsables du Cégep ont étudié la situation et ont accepté que la moyenne des dépenses pour les manuels des étudiants en sciences humaines se trouve à 250 $ par session. Ensuite de ça, on a fait un vrai échantillon pour voir est-ce que ça se tient, 250 $ par session. Et on est arrivé avec un échantillon de 64 étudiants à une moyenne X-bar de 255 $ et un écart type de 20 $. Maintenant, avec ces résultats-là, on se demande si au seuil alpha égale 1%, on peut vraiment dire que la moyenne vaut 250 $. Pour ça ici, il va falloir faire un test hypothèse. Donc, on a des données, on a une hypothèse et on veut voir est-ce que cette hypothèse-là est vraie selon les données qu'on a obtenues. Donc, pour faire ça, ici, on va devoir commencer par formuler des hypothèses. On va formuler les deux hypothèses ici, formulation des hypothèses. On l'identifie bien, comme ça on est certain qu'on sait où est-ce qu'on a identifié nos hypothèses. Et là, ici, la première hypothèse, c'est toujours la plus facile. H0, c'est toujours celle qui bouge pas. Donc, on va poser l'hypothèse que mu est égal à mu0, donc égal à 250 $. Maintenant, H1. Ici, H1, c'est important parce que ça va déterminer quel type de test est-ce qu'on va faire ici. Donc, dans ce cas-ci, est-ce qu'on veut savoir si la moyenne est réellement plus grande que 250? Est-ce qu'on veut savoir si elle est réellement plus petite que 250? Ou est-ce qu'on veut savoir réellement si elle est tout simplement différente de 250? Dans ce cas-ci, il n'y a aucune indication qui nous parle d'une explication qui pourrait augmenter la moyenne de dépenses ou diminuer la moyenne de dépenses. Donc, on ne peut pas assumer que ce sera plus grand ou que ce sera plus petit. Donc, l'hypothèse qu'on va tester, nous, c'est que mu n'est pas égal à mu0, donc est différent de 250 $. À partir de ça ici, on a les deux hypothèses qu'on va confronter. Donc, on est prêt à commencer notre test hypothèse. Pour ça, il va falloir commencer par déterminer le seuil de signification. Et là, le seuil de signification, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, c'est l'étape la plus facile à faire. Pourquoi? Parce que c'est donné dans le texte directement. Alpha est égal à 1%. Il n'y a rien à faire ici, on fait juste identifier que alpha va être égal à 1%, puis c'est ça qui va revenir, étant donné qu'on va avoir besoin de ça plus tard dans cette section-ci. Donc maintenant, on s'en va à l'étape 3, où on veut vérification de nos conditions. Dans ce cas-ci, l'échantillon qu'on a fait était aléatoire simple et il contient 64 étudiants. Donc, comme on a une taille échantillonnale qui est égale à 64, qui est clairement plus grande ou égale à 30, on va prendre la loi normale. Donc, on va avoir besoin de la statistique Z qui est égale à x bar moins mu0 divisé par S sur racine de n. Donc, c'est ça la statistique qu'on va utiliser pour la suite. Donc, c'est ce qu'on va aller chercher, notamment pour la valeur critique. Justement, valeur critique. Dans ce cas-ci, on a les conditions où on a n plus grand ou égal à 30, donc on est dans la loi normale. On a le test biconditionnel avec H1 qui nous dit que mu est différent de 250 $. Donc, si on se fie au tableau qu'on a vu dans la section précédente, ou dans la vidéo précédente plutôt, ici, les valeurs critiques sur Z, ce seront plus ou moins Z alpha sur 2. Et pour X, ce sera mu0 plus ou moins Z alpha sur 2 fois l'écart type. Donc, c'est ça les valeurs qu'on a de besoin. Ici, vous pouvez faire le choix de ne pas calculer les valeurs critiques sur X, étant donné que il va falloir calculer Z alpha sur 2 et aller calculer cette statistique-là de toute façon. Donc, comme on sait qu'on peut comparer seulement la valeur critique ici par rapport à la statistique, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher les valeurs pour X. Dans le manuel, on calcule les deux. Je vous laisse le choix là, lorsque vous allez faire vos démarches de choisir est-ce que vous préférez travailler avec la statistique ou est-ce que vous préférez travailler avec la variable X. Dans ce cas-ci, évidemment, si vous travaillez avec la variable X, vous allez voir directement si 255 fait partie ou non de l'intervalle.
Et si vous êtes dans la valeur critique, ben, il va falloir calculer cette valeur critique-là ici par rapport à la statistique. Mais là, je vous le dis tout de suite, dans votre valeur critique pour X, vous avez besoin de Z alpha sur 2. Donc finalement, vous ne sauvez pas particulièrement du temps, vous allez devoir faire ce calcul-là de toute façon. Donc c'est vous qui décidez si vous préférez faire ça ou non. À ce moment-là, moi, je vais y aller avec seulement la valeur critique de notre statistique. Dans ce cas-ci, on a besoin de Z alpha sur 2. Et là, Z alpha sur 2 va correspondre à quoi? Ici, on a alpha qui correspond à 1%. Donc, on a Z 0,01 divisé par 2. Donc, Z 0,005. C'est cette valeur-là qu'on va chercher dans la table de la loi normale. Et ici, cette valeur-là, ben, vous allez la trouver, c'est 2,575. À ce moment-ci, ça veut dire que les valeurs critiques sont moins Z alpha sur 2 qui vaut moins 2,575 et Z alpha sur 2 qui vaut 2,575 directement. Ce sont les deux valeurs qu'on va utiliser lorsqu'on va établir la règle de décision à l'étape suivante. Donc, cette règle de décision-là, comme on sait que H1, c'est mu différent de 250, on sait que Z alpha sur 2, c'est 2,575 et moins Z alpha sur 2, c'est moins 2,575. Mais là, à ce moment-là, lorsqu'on va calculer notre statistique, on va dire que on rejette H0 si, et là, on a plusieurs façons d'évaluer ça. On pourrait dire que Z est plus petit que moins Z alpha sur 2, ou Z plus grand que Z alpha sur 2. On pourrait écrire ça de cette façon-là, ou on pourrait écrire que on rejette H0 si la valeur absolue de grand Z, de notre statistique Z est plus grande que Z alpha sur 2. C'est une autre façon d'écrire cette règle de détermination-là. Ici, en effet, si vous faites la valeur absolue de Z plus grande que Z alpha sur 2, si Z était négatif, on serait plus petit que moins Z alpha sur 2. Et si on était positif, on est effectivement plus grand que Z alpha sur 2. Vous avez les deux méthodes. Dans le manuel, on favorise la première, étant donné qu'on veut montrer vraiment les deux valeurs. Nous, dans ce cours-ci, je vous fais confiance, vous êtes capable d'utiliser l'une ou l'autre. En autant que vous soyez capable de déterminer qu'est-ce que ça veut dire ici, c'est intéressant d'aller chercher la deuxième méthode. Ça peut être plus facile à écrire. Maintenant qu'on a fait ça, on a fait la règle de décision, on aurait besoin de la statistique pour pouvoir déterminer cette règle de décision-là. Donc, en 6, calcul de la statistique. Ici, n est plus grand ou égal à 30. Ça veut dire que nous, on va aller chercher la statistique z qui sera égale à x bar moins mu 0 divisé par s sur la racine de n. On connaît x bar, on connaît mu 0, on connaît s et on connaît n. On a tout ce qu'il faut pour calculer ça. X bar, là je l'ai effacé, mais c'était 255. C'est la moyenne de l'échantillon qu'on a calculé. Mu 0, c'est 250 qu'on a donné dans notre hypothèse initiale. S ici, c'était 20$. L'écart type, c'était de 20$. Et la taille de l'échantillon ici, c'était 64. Donc à ce moment-là, différence entre 255 et 250, c'est 5. On va avoir 20 divisé par la racine de 64, c'est 8. Donc finalement, ça retombe à 5 fois 8 divisé par 20. 5 fois 8, c'est égal à 40 divisé par 20, c'est égal à 2. Ici, même pas besoin de calculatrice, les chiffres sont tellement beaux, on dirait que c'est arrangé avec le code des vues. Donc, avec ça ici, j'ai ma statistique, j'ai ma règle de décision. Donc, finalement, j'ai pas mal tout ce qu'il faut pour aller calculer, pour aller prendre la décision dans ce cas-ci. Donc, c'est ça qu'on va faire à l'étape 7. J'ai résumé les informations qu'on avait besoin. Dans ce cas-ci, j'ai réécrit ma règle de décision. Et vous allez voir que là, ici, moi, je favorise souvent l'écriture avec la valeur absolue. Je trouve que c'est plus rapide à écrire et ça me parle un petit peu plus que d'aller chercher les deux valeurs en même temps ou d'aller chercher un intervalle. Donc, dans ce cas-ci, la décision, on la prend sur la règle, on rejette H0 si la valeur absolue de Z est plus grande que 2,575. Et on a calculé la statistique Z qui était égale à 2. Donc, à ce moment-là, comme Z est égal à 2, la valeur absolue de Z est plus petite, que 2,575. Donc, on ne rejette pas H0 au seuil
1%. Et ça ici, cette décision-là, dans le contexte, ça veut dire quoi? Ben, on dit qu'il n'y a pas lieu de penser que la vraie moyenne, ou que la moyenne, tout simplement, des dépenses des étudiants dépasse 250$ par session. Si la moyenne est effectivement 250$ par session, c'est pas invraisemblable qu'un étudiant ou la moyenne d'un échantillon d'étudiants donne 255$. C'est assez proche statistiquement parlant. C'est pas significatif comme différence au point de vue des statistiques. Donc, on peut effectivement conclure que le 250$, c'était la bonne moyenne pour cette situation-ci. Donc voilà, on a fait notre premier exemple, on avait un test bilatéral et on est allé chercher nos données à partir de ça. Ceci étant dit, je vais effacer mon tableau. On se fait un deuxième exemple juste pour être certain. Donc l'exemple 5.6, où là, cette fois-ci, on va avoir un test légèrement différent. Puis ensuite de ça, on aura fait le tour des tests sur une moyenne pour les tests d'hypothèse. Allons-y maintenant avec l'exemple 5.6. Et là, dans cet exemple-là, on a beaucoup d'informations, on a beaucoup de choses qui se sont passées et on s'intéresse à une situation particulière. Donc, dans ce cas-ci, on a une expérience en psychologie où on a placé 25 étudiants, 25 cobayes, dans un environnement bruyant. Et on leur a présenté des mots à des intervalles de 2 secondes. Donc, il y avait 40 mots à des intervalles de 2 secondes à chaque mot. Et on demande aux personnes de nous indiquer combien de mots ils ont retenu de ces 40 mots-là à des intervalles de 20 secondes. Dans notre échantillon de 25 personnes, la moyenne était de 19,2 mots. L'écart type était de 2,3 mots. Et notre chercheur nous indique qu'il avait fait la même expérience au point de vue d'autres étudiants dans un environnement silencieux, donc sans bruit, sans truc qui peut nous déranger, et il avait obtenu la moyenne 20,5 mots. À ce moment-là, le chercheur se demande, est-ce qu'au seuil 5%, c'est raisonnable de croire que dans un environnement bruyant, on a moins de mots qui vont être retenus? Donc, en d'autres termes, est-ce que c'est raisonnable de penser que la vraie moyenne dans un environnement bruyant est plus petite que le 20,5 mots qu'on avait lorsqu'on avait un environnement silencieux? Dans ce cas-ci, on suppose aussi que le nombre de mots retenus, la variable x, va suivre une normale de moyenne mu et d'écart type et de variance sigma carré. Donc à ce moment-là, on a des données qui suivent une loi normale, on a un échantillon qui est plus petit que 30, on va pouvoir utiliser la loi Student dans ce cas-ci. Ici, pour répondre à la question de notre chercheur, il va falloir faire un test hypothèse. On a notre seuil de signification qui nous est donné. On a notre hypothèse ici alternative qui nous est posée. Donc, on est capable de faire tout ça ici. Donc, première étape, formuler les hypothèses. Dans ce cas-ci, l'hypothèse nulle H0, c'est toujours la même chose. On va avoir que mu est égal à mu0 qui est à 20,5. Et H1, dans ce cas-ci, on vient comparer mu de façon à penser est-ce que cette moyenne-là va être plus petite que 20,5. On se dit que dans le contexte, comme il y a du bruit, comme on dérange les participants, la moyenne devrait être un petit peu moins élevée. Donc, on a des raisons de croire que l'hypothèse alternative, ce sera mu plus petit que 20,5. À ce moment-là, j'ai besoin de mon seuil de signification. Encore une fois, on sait qu'alpha vaut 5%. C'est donné dans les explications. Et ça ici, ça correspond à 0,05. Donc, c'est ça ici qu'on va utiliser de cette façon. À ce moment-là, on a tout ce qu'il faut pour continuer avec l'étape 3. Étape 3, on doit vérifier les conditions. Et là, dans ce cas-ci, on sait que n égale 25, c'est plus petit que 30. Et on sait que x suit une loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré. Donc, dans ce cas-ci, on sait qu'on a une loi normale sur un échantillon de plus petite taille. Ça veut dire qu'on va aller chercher la statistique T, qui est x bar moins mu 0 sur S divisé par la racine de n. Et ça suit une student de degré de liberté n-1. Donc, on va être capable de travailler avec cette variable-ci. On passe donc aux valeurs critiques.
Et ici, comme on travaille avec une loi de Student, comme on travaille avec un test unilatéral à gauche, on est capable d'aller chercher la variable qui nous intéresse. On va trouver la valeur critique sur t. Donc, pour la valeur critique de t, on va aller chercher moins t alpha n-1. Dans ce cas-ci, on est unilatéral, donc on n'a pas besoin de diviser notre seuil de signification en deux, et on a tn-1 pour la loi de Student, donc degré de liberté n-1. Pour x, la valeur critique, un peu comme dans notre dernier test hypothèse qu'on a fait, dans ce cas-ci, comme on est unilatéral à gauche, ça devrait être mu0 moins t alpha n-1 fois l'écart type. Encore une fois, cette partie-là, moi, j'ai tendance à ne pas la calculer parce qu'elle contient déjà la statistique pour la loi de probabilité et on est capable de faire le test de décision seulement avec cette probabilité-là. Donc, plutôt que d'aller calculer plus de choses, j'aime mieux m'en tenir ici directement à ma variable de la loi de probabilité. À ce moment-ci, il va falloir trouver moins t alpha n-1. Le alpha vaut 0,05, donc ça va me donner moins t 0,05. Et n-1 ici, n-1, dans ce cas-ci, comme on a 25 données, on arrive à 24 pour notre degré de liberté. Donc, c'est la valeur moins t 0,05, 24 qui va nous intéresser. Donc, on va aller chercher ça dans la table de la loi Student, puis on va pouvoir donner la valeur de cette probabilité-là. Donc, dans notre table de la loi Student, ce qu'on cherche, c'est la variable, pour commencer, ce sera la variable t 0,05. Dans notre première ligne en haut, on a t0,1, t 0,05, donc on va aller dans la deuxième colonne pour ça ici. Ensuite de ça, on a besoin du degré de liberté. Le degré de liberté, c'était 24, donc on va dans la première colonne et on cherche 24. C'est ici. Donc, on va concorder 24 avec la deuxième colonne. 24 avec la deuxième colonne, ça nous donne 1,711, donc T alpha n-1 dans ce cas-ci, T 0,05, 24, ça correspond à 1,711. Et nous, comme on l'avait négatif, on fait moins 1,711. Voilà, on a notre valeur critique, c'est celle-là qu'on va utiliser lorsqu'on va aller faire la règle de décision, donc l'étape numéro 5. Sachant que notre hypothèse alternative, c'était mu plus petit que 20,05, donc on a ici un test unilatéral à gauche, on a la valeur de t alpha n-1, on peut dire qu'on va rejeter, on rejette H0 si la statistique qu'on calcule, petit t, est plus petite que moins 1,711. Donc, on va aller calculer à l'étape 6 cette statistique-là et on va voir si elle est plus petite que moins 1,711. Ça veut dire qu'on rejette H0. Sinon, ça veut dire qu'on est correct. On veut accepter H0 dans le contexte. Pour ça ici, on va justement faire l'étape 6 où on va calculer la statistique. Et ici, la statistique, comme on a n plus petit que 30 et x qui suit une normale mu sigma carré, on sait que la statistique, ce sera t qui est égal à x bar moins mu 0 divisé par s sur la racine de n. Dans ce cas-ci, x bar, c'était 19,2. La moyenne mu 0, c'était 20,5. L'écart type, c'était 2,3 mots. Et l'échantillon contenait 25 personnes. Donc, c'est ça ici qu'on calcule, et dans ce cas-ci, si vous faites ce calcul-là, vous devriez obtenir moins 2,83. Donc ici, 19,2 moins 20,5, ce sera négatif. 2,3 divisé par racine de 25, donc divisé par 5. Et ici, le 5, on l'envoie au-dessus. Vous allez avoir un résultat qui est de moins 2,83. Avec ça ici, comme on a la statistique et qu'on a la règle de décision, on peut prendre notre décision justement. Et ici, ben, comme t est égal à moins 2,83, qui est plus petit que moins 1,711, on rejette H0 au seuil 5%. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans le contexte? Ça veut dire que c'est H1 qui sera vrai. Donc, on accepte H1. Ça, réellement, ce que ça nous dit, c'est que
la moyenne des mots retenus dans un environnement bruyant est plus petite que dans un environnement silencieux. Donc, avec le contexte, on peut dire que le chercheur avait raison de penser que la moyenne de mots retenus dans un environnement bruyant, ce sera moins grand que lorsqu'on est dans un silence absolu. Évidemment, si on a moins de stimuli qui viennent nous déranger, on devrait être capable de retenir plus d'informations. Donc, le chercheur avait une bonne intuition dès le départ avec ce qu'il a émis comme hypothèse alternative. Ceci étant dit, ça met fin à cet exemple-ci. Donc, on vient de faire 2 tests hypothèses sur des moyennes, et là, vous vous rendez compte que, ben, tu sais, c'est pas excessivement complexe, un test hypothèse. Là, vous avez fait des choses beaucoup plus difficiles que ça en sciences, mais vous vous rendez compte que ce test hypothèse-là, il est juste super long parce qu'on a 7 étapes, puis ces 7 étapes-là, ben, il faut les faire une après l'autre pour pouvoir se rendre jusqu'au bout. Donc, test hypothèse, pas très difficile, juste un petit peu long. Ceci étant dit, on va s'arrêter ici. Donc, on met fin à la section 5.2 sur les tests hypothèses sur la moyenne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est se rendre dans une prochaine vidéo à la section 5.3. On va parler des tests d'hypothèse sur la différence de 2 moyennes. Donc, on va aller comparer 2 moyennes ensemble dans ce cas-ci. Et on va voir que ces tests d'hypothèse-là, ça peut être un petit peu plus complexe, un petit peu plus d'étapes, un petit peu plus difficile dans ce cas-ci.